qu'est-ce que vous voyez? Bon, c'est peut-être pas évident. C'est un beau dressage de restaurant, comme des pois, sous une fine tranche d'eau glacée. Le jour où on a posé cette assiette devant moi, je me suis immédiatement vue devant un lac gelé. J'étais plus à Megève, mais au lac Abraham, au Canada. Avoir ce genre d'idée singulière, transcender un plat en l'appelant le lac gelé, c'est mon métier. Je suis designer culinaire. Vous savez pas ce que c'est? C'est normal, rassurez-vous. Moi non plus. Enfin, disons que pendant des années, expliquer mon métier a été ma hantise. On me demandait si je faisais les photos pour les livres de recettes, les dressages pour les chefs, ou si je dessinais des casseroles et des assiettes. Non, non et non! J'étais comme ça à l'intérieur. On me définissait par tout ce que je n'étais pas. Un jour où je ruminais parce que j'arrivais pas à me vendre, une petite voix me dit « Mais Marion, c'est normal que ce soit plus compliqué pour toi. En transférant ton savoir-faire de la mode sur le culinaire, tu as inventé ton métier. Tu as inventé ton métier. » J'oublie le vilain petit canard et je me sens pousser des ailes. L'hybride se débride. Je comprends que ma différence est mon potentiel et je suis devenue la designer qui murmure à l'oreille des chefs. Alors maintenant, dans les soirées, après m'avoir demandé ce que je fais, on me demande comment je fais pour être payée pour aller au restaurant. Comment me viennent mes idées? Alors vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qu'on nous sert dans les séminaires sur la créativité. Think outside the box. Est-ce que ça vous a déjà rendu créatif de savoir qu'il faut sortir de la boîte? Est-ce que c'est le remède à la page blanche? Avant de vouloir se projeter en dehors de je ne sais quoi, il faut déjà connaître les limites, savoir jusqu'où on peut aller. Donc pour mes 30 ans, mes parents m'invitent chez Alexandre Gauthier. C'est mon idole. C'est lui qui m'a fait prendre conscience qu'on peut aller au restaurant comme on va au spectacle. Que dans une salle de restaurant, tout est traité avec autant de détails que dans un défilé de mode. Que plus on monte en excellence, moins on vend seulement un vêtement, un produit ou un repas, mais une expérience globale au client. À la fin du repas, ma mère me dit « Je comprends pas quand même, on nous a donné un menu qui était froissé, ça va pas du tout avec le reste de l'expérience. » Les années passent, et j'interviewe Alexandre dans mon podcast, et il revient sur cette anecdote. Et il me dit, à une époque, les gens racontaient qu'on distribuait des menus froissés à la Grenouillère. C'est pas du tout le cas. On venait leur tendre le menu comme ça, comme si on leur tendait une fleur. C'est pas du tout la même chose que de donner un menu froissé. Ma mère et les autres n'avaient retenu que le résultat. Le papier était froissé. En faisant un pas de côté, en dehors des conventions, il était incompris. Alors parfois, on a cette image des artistes, rebelles, en marge de la société. Mais du point de vue de la méthode, s'il y a bien des gens qui sont capables de créer à l'intérieur d'un cadre, ce sont bien les artistes. Pensez aux toiles de Léonard de Vinci, aux variations des paysages impressionnistes, aux carrés blancs sur fond blanc de Malevich, aux coulées de peinture de Jackson Pollock, ou à toutes les périodes de Picasso. Tous ont réussi à exprimer leur créativité sur une toile blanche, à se singulariser dans un cadre qui, à part le format, était quasiment le même. Le cadre n'empêche pas la créativité si on s'autorise à créer. Alors, admettons que dans un processus d'innovation,
au cours d'un brainstorming, on soit sorti de la boîte et qu'on ait inventé un nouveau produit. Quelle est la première chose que les équipes commerciales et marketing vont faire? Sortir un cadre, tracer 2 axes pour voir quelles sont les caractéristiques de la concurrence et positionner leurs produits. Alors, contrairement aux fléchettes, c'est rare qu'on vienne viser le centre, là où il y a le plus de monde. On va plutôt viser les marges pour avoir des atouts différenciants pour les futurs clients. Aux fléchettes, qui a pour idée de viser en dehors de la cible, de se projeter en dehors du marché? On a tous, in fine, envie de trouver des clients ou des gens qui adhèrent à nos idées. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec mon histoire de design culinaire. Les chefs ont eu un déclic quand je me suis décrite comme designer au service du culinaire. Je restais du côté de la salle. Je ne touchais pas à leur créativité, à leur cuisine, à leur dressage. Leur cadre est dans les assiettes. Et moi, j'ai dessiné le mien autour, à l'échelle de la table ou des 4 murs du restaurant, si on élargit un petit peu. En définissant le territoire de chacun, on est devenus complémentaires. Et tout s'imbrique, comme des poupées russes. Et chacun cherche son cadre. La première fois que je suis allée manger chez Maxima Elio, j'aurais pu être à Paris, à Brest, à Biarritz, à Saint-Tropez. En salle, il n'y avait rien à part le fait que je mangeais du poisson qui me raccrochait à l'histoire de chef qui est installé à Deauville. Tout mon travail avec lui a été de l'écouter, d'écouter son histoire, de voir ce qu'il avait envie de raconter et de définir les contours de son cadre, savoir comment on allait explorer d'un point de vue sensoriel tout ce qu'il avait envie de transmettre à ses clients, mais lui, il était dans sa cuisine. Alors on a commencé par accueillir le client avec un menu en papier qui a une sensation de bois et qui a une forme de planche. On est à Deauville. Et puis on a mis plein d'autres petits éléments dans la salle qui font vagabonder l'imaginaire, soit du côté de la mer, soit du côté des pâturages. Ce cadre, c'est un outil aussi pour les personnes en salle qui ont quelque chose de référence pour s'exprimer, pour expliquer l'histoire du chef, pour faire du storytelling. Mais on est au-delà du storytelling dans un restaurant puisqu'on mange, on vit quelque chose, donc on est dans du story living. Donc, ce cadre, le chef m'a dit que ça lui avait décuplé sa créativité, parce que maintenant, il sait quand il est juste et quand il ne l'est pas. Quelle que soit sa forme ou sa taille, on a besoin d'un cadre. La tarte tatin, une fois qu'elle a été renversée à la sortie du four, que les sœurs Tatin ont changé de perspective et qu'elles se sont dit, avec exactement les mêmes ingrédients, je vais essayer quelque chose de nouveau. Elles ont tout remis dans le moule pour remettre dans le four, finir la cuisson et transporter la tarte à nouveau. Donc le moule, le cadre, il a une fonction. Et ce qui fait la différence entre un artiste et un designer, c'est justement d'avoir des idées qui répondent à des fonctions. Moi, j'ai besoin d'un cahier des charges. J'ai besoin d'un brief pour créer. Le concours du Bocuse d'Or. Si vous ne connaissez pas, c'est la Coupe du monde de la cuisine. 20 chefs du monde entier s'affrontent avec leur toque blanche sur la tête au milieu d'une arène avec un public en délire, avec des règles extrêmement strictes à côté de tout ça. David Tissot rêve d'être le candidat qui va représenter la France. Et il me dit, le règlement ne demande pas, mais n'interdit pas de donner un menu au jury. Je travaille l'artichaut. Propose-moi quelque chose. Un menu, c'est quoi? C'est une feuille de papier avec un texte dessus. Puis l'artichaut, quoi. Franchement, c'est chaud l'artichaut. Ça ressemble à quoi un artichaut une fois qu'on l'a mangé? C'est ça qu'on a fait. Un menu en papier, en volume, en forme d'artichaut.
qui venait poser un décor à côté de l'assiette. Et puis il fallait tirer une feuille pour avoir l'intitulé du plat. Ça rappelait la façon qu'on a de manger un artichaut à la maison, en l'effeuillant. De Vitisso a gagné sa place avec 1 point d'avance pour représenter la France sur le deuxième candidat. Quel que soit le niveau d'exigence, chaque détail peut faire la différence par rapport à la concurrence. Et en restant dans le cadre, en lisant entre les lignes, on avait proposé le petit truc en plus. Un autre exemple de créativité sous contrainte. Les champagnes Runard demandent de créer une malle à pique-nique. Là, on est dans le cadre du design produit. Et moi, je suis un peu en dehors de la case parce qu'à l'époque, je suis étudiante en design textile. Donc, je suis là. Mais j'ai réussi à trouver une jonction entre ces deux univers en proposant exactement ce que je sais faire. Une nappe en tissu imprimée qui emballe une malle extrêmement simple, comme un furoshiki, qui est l'art d'offrir au Japon. Et j'ai créé la surprise parce que tout était blanc à l'extérieur. Et en venant ouvrir la malle pour déjeuner sur l'herbe, on découvrait le motif imprimé à l'intérieur. Le cadre, il est plein de ressources. Il faut juste arriver à trouver la solution à l'intérieur de tout ce qu'on a de possible, celle qui nous correspond, qu'on va porter avec conviction. Parce en misant sur sa singularité, il n'y a plus besoin d'être parfait pour se distinguer. En 2012, Malongo lance un concours pour sortir le café de la tasse. Moi, je suis designer culinaire. Et à un moment donné, il faut l'assumer. Donc, je décide de travailler la matière alimentaire, le sucre, le canard, qui, avec la capillarité, permet de sortir le café de la tasse. Alors, vous l'avez compris, mon savoir-faire, c'est pas de cuisiner. Donc, je commence par louper un caramel. Mais ça va me donner une idée de venir créer un sucre avec différentes textures. Et quand le café va traverser le sucre, on va avoir des motifs qui vont se créer. Là, j'ai misé sur une possibilité qui était peut-être un peu à la marge, mais qui était bien dans le cahier des charges. Prendre un risque à l'intérieur du cadre, c'est pas si risqué. C'est même saisir l'opportunité de se distinguer avec des filets de sécurité. Alors ces filets, parfois ils sont un peu encombrants. Quand on met les bretelles et la ceinture, en termes de style, c'est un peu lourd. C'est un peu comme au musée, vous savez, quand vous avez une œuvre qui a tellement de valeur que pour se rassurer, on met un cadre énorme autour. On voit même plus ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est ce qui se passe dans le cadre d'une première idée. Une ébauche, un truc un peu grossier qu'il faut venir affiner pour trouver le juste équilibre. Tous les ans, je demande aux étudiants de l'Institut Paul Bocuse de travailler sur un plat extrêmement simple, un poireau vinaigrette, un œuf à la coque, et de créer une Madeleine de Proust à partir de ça. J'ai un groupe qui travaille sur la salade de fruits. Et pour eux, les fruits, c'est la nature, donc c'est le bois. Et ils viennent me créer un décor qui ressemble, pour moi, à un retour de ski dans un chalet en Savoie. Et puis leur salade de fruits, elle est comme un petit bijou, mais au milieu de tout ça, on ne la voit pas. Et je vois déjà la catastrophe arriver le jour du jury, parce que les couverts hyper lourds posés sur un demi-rondin en sapin manquent de se renverser, de tout écraser au moindre petit coup dans la table qui est posée dans l'herbe. Tout le challenge a été de leur faire accepter que même dans la gastronomie, on peut aller au cœur d'une idée avec des moyens extrêmement simples. Et ils y sont arrivés avec beaucoup de poésie, en ramassant des brindilles, des pâquerettes et des primes verts qu'ils avaient ramassés autour de l'école. Et ils venaient raconter leurs plats. Les arbres fruitiers sont des arbres extrêmement graciles qui fleurissent au printemps et qui donnent des fruits. En se libérant de tout le superflu,
Une idée prend de la puissance, elle devient une évidence. Et dans le moule, si on a le fond et la forme qui coïncident parfaitement, on n'est pas tarte, on est dans la congruence. Le cadre, vous pouvez le débrider, vous pouvez l'imbriquer, le réduire, l'agrandir, l'affiner, le retourner, le faire pivoter, changer de perspective à l'intérieur, l'hybrider avec un autre cadre, en choisir qu'une petite partie. Tout est permis, même les erreurs. Sur le chemin, ça peut nourrir une idée. Le cadre, c'est ce fil conducteur qui vient border votre idée et broder votre histoire. Sous une fine tranche d'eau glacée, langoustine taillée au couteau et caviar. Ce plat, on peut le laisser dans ce cadre extrêmement classique dans lequel on me l'a servi quand je suis allée au Flocon de sel à Megève. Moi, c'est une de mes madeleines de Proust. Ça fait des années que j'en parle, je décris toutes les sensations qu'il m'a procurées à la première cuillère. Mais on vient toujours me redemander où est-ce que je peux manger le lac gelé ? Avec ces deux mots que je lui ai associés, je crée des images, des émotions, de la curiosité. Ça reste en mémoire. Grâce au pouvoir de l'imaginaire, j'augmente le cadre de ce plat au-delà de son cadre physique. Alors notre imaginaire, il a aussi le pouvoir de créer des barrières limitantes. C'est sûrement de ça dont on parle avec cette histoire de boîte. Un cadre qui est virtuel. Et ce cadre-là, on a le pouvoir de l'envoyer bouler pour libérer notre créativité et faire la différence.